Jean-Pierre Mbelou, Jean Kalama, nous profitons de cette opportunité qui nous réunit aujourd'hui à Paris pour parler de problèmes brûlants que traverse aujourd'hui même notre pays, la République démocratique du Congo. On parle de victoires militaires à l'Est, on parle de négociations de Kampala qui, paradoxalement, on dit que l'armée congolaise a gagné la guerre et en même temps, la République démocratique du Congo doit négocier avec une force qui a perdu, donc qui est maintenant décousue. Et dans cette aventure, nous remarquons que c'est l'établissement occidental qui nous demande, en traitant déjà le M23 de forces négatives, que l'armée nationale a décousu, et cet établissement nous demande encore d'aller négocier avec cette même formation de M23 pour les accords je ne sais pas moi, de paix. Comment voyez-vous un peu cette ambiguïté, ce double langage Mbelou qui fait des analyses politiques et tout ça, comment peux-tu éclairer un peu l'opinion, notre jeunesse, notre opinion en général? J'ai essayé de prendre le temps d'étudier ce que d'aucuns ont appelé à Kinshasa les victoires de FRDC. Je me suis rendu compte, à un certain moment de mes analyses, qu'il y a eu effectivement des forces armées congolaises qui ont été au front, aidées par les forces de l'ONU et la brigade d'intervention rapide au sein de laquelle on retrouve les Sud-Africains et les Tanzaniens. Je me suis rendu compte qu'il y a eu aussi des forces extérieures qui sont intervenues dans cet imbroglio-là pour que la guerre de basse intensité et de prédation puisse prendre fin. J'ai essayé de lire par exemple l'interview que l'un des envoyés spéciaux des États-Unis dans la sous-région des Grands Lacs, M. Russell Feingold, a donné à la radio France Internationale. Et j'ai compris que certains présidents de la sous-région des Grands Lacs avaient été en contact avec les acteurs majeurs de la crise enchevêtrée des Grands Lacs. C'est ainsi que cette guerre de basse intensité et de prédation a connu un moment de répit, a connu une certaine accalmie. Mais nous ne devons pas nous tromper. Nous ne devons pas nous tromper parce que nous devons pouvoir nous poser la question de savoir quel est le prix que le Congo a à payer pour cette accalmie. C'est ainsi que j'ai essayé, à un certain moment, de lire ce livre. Ce livre qui est intitulé « Chasseurs des matières premières ». Le livre est écrit par un journaliste d'investigation belge, Raph Kusters. Et dans ce livre, je me réalise qu'il y a quelque chose de sournois qui est en train de se passer à l'est de notre pays. Donc, si nous n'arrivons pas à déchiffrer ce que les chasseurs des matières premières sont en train de faire au Congo et plus précisément à l'est de notre pays, nous risquons de croire en des victoires qui se révèlent de plus en plus comme étant de la poudre aux yeux. Mais tout en disant cela, je reconnais qu'il y a quand même dans ce qui nous reste comme armée nationale des compatriotes, des patriotes qui essayent de se battre pour que ce pays-là reste dans sa
dans l'espace, qui a été dans son espace naturel, qui a été le sien jusqu'à ce jour. Et je remarque même que parmi ses compatriotes et patriotes, il y en a qui ont déchiffré le jeu des acteurs mineurs qui opèrent à partir de l'intérieur et des acteurs majeurs qui opèrent à partir de l'extérieur. Ils ont déchiffré que les défaites connues par l'armée congolaise par le passé ont été le produit des brassages et des mixages opérés au sein de cette armée. Donc, il y a un nom qui apparaît souvent dans cette démarche. On parle de François Olenga, on parle de Ndala Mamadou. Effectivement, c'est de certains braves soldats congolais qui, aujourd'hui, font un travail qui a encouragé, en quelque sorte. Effectivement, c'est François Olenga qui, en accordant une interview à la journaliste belge Colette Brackman, essaie de dire comment il a procédé au front. Il montre entre autres ceci, que pour pouvoir en découdre avec la milice rwando-ougandaise du M23, il a infiltré ses rangs, mais c'est lui qui atteste aussi que les difficultés connues par les FRDC étaient liées au passé des brassages et des mixages. Et qu'à un certain moment, il avait même menacé certains intrus au sein des FRDC en leur disant « Si nous avons des ennemis dans les rangs de nos forces armées congolaises, qui sachent que je vais les fusiller. » Il semble que c'est en disant cela que certains traîtres qui étaient dans les rangs des FRDC ont dû fuir et que les choses se sont passées comme elles ont été plus ou moins rapportées au front. Mais n'oublions pas surtout que, comme je viens de le dire dans l'un de mes derniers articles, que les acteurs majeurs sont en train de passer de l'usage de la puissance forte à la puissance douce. Et c'est la raison pour laquelle je recommande la lecture de ce livre de Ralph Kusters, même si, pour ceux qui ont déjà lu beaucoup d'autres livres avant, comme Crime organisé, ou comme Noir Canada, ou comme le livre de notre jeune confrère, notre jeune frère Patrick Mbeko, ou même Pierre Payan, Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique. Toute cette documentation-là doit faire partie de la bibliothèque des lieux de savoir congolais. Nous devons de plus en plus nous armer scientifiquement pour pouvoir approfondir ce que nous dénommons la crise enchevêtrée dans la région des grands lacs africains. À ce sujet, d'abord, aller vers la cause. Hein? Cette cause, la cause de ce qui se passe chez nous, moi je pars toujours de la cause finale. Donc la cause qui est dans la finalité, donc qui est dans le futur, qu'est-ce que ces gens recherchent sur le Congo. C'est vrai qu'il y a la cause efficiente, c'est que nous avons connu avant, nous avons connu toutes les guerres qu'on a connues, les brassages, l'armée, où on a vu nos officiers, les officiers supérieurs, les officiers généraux complètement écartés de l'armée. On a pris des infiltrés, qu'on appelle les infiltrés rwandais, Tutsis, qui sont aujourd'hui dans l'armée, qui occupent des postes stratégiques. C'est vrai que notre armée, les FARDC, si ils ont agi, ils ont eu cette facilité d'agir un tout petit peu. Il y a eu une petite fenêtre qui leur a été. Ils avaient ouvert eux-mêmes cette petite fenêtre pour agir parce qu'ils étaient critiqués de toutes parts. Bon, s'agissant de la... Mais tu ne comprends pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce de faille dans la chaîne de commandement, c'est-à-dire cette armée, notre armée qui
qui la faille, avait la volonté de tout se à fait. battre. La faille est là parce que de temps en temps se retrouve dans des situations d'un commandement inefficace. On l'a vu, par exemple. On l'a vu à Mouchake en 2007. On l'a vu à Mouchake. C'est toujours le même mode opératoire. Voilà. Le général Kayimbe, qui était au front, qui était le chef d'état-major général, qui avait organisé, pour terminer avec Koundabatouare. Et on voit arriver, au fond, Amici Gabriel, dit Tango Fort, qui arrive, qui donne des contrôles. Et qui est libre de tout mouvement maintenant. En dépit de la forfaiture. Ce n'est pas la première fois. Oui. Ce n'est pas la première fois. En vendant des armes toutes ces choses-là, à nos ennemis. Cette méthode-là, il a donné des contrôles. Nos militaires sont tombés dans une embuscade. Ils ont perdu l'armement, ils ont perdu la chose. Et puis la guerre, le général Olenga est allé à Mouchake. Lui, Olenga, il était inspecteur général des forces armées. Il a ramené Ami Simano Militaire et à Kinshasa. Et l'ordre est venu de Kigali pour le lâcher et le remettre à son poste. Donc il était devenu chef d'état-major des forces terrestres, le poste qu'occupe aujourd'hui François Olenga. Donc c'est cette fonction-là. On a vu à Goma, dernièrement là, à Goma, on demande aux militaires congolais d'évacuer Goma pour laisser le M23. Le M23, quand ils sont arrivés, il y avait des armes qui étaient aussi arrivées. Et tout ça, ça a été emporté. C'est une mode opératoire. Quand nous rentrons encore de la période de Mzee Laurent Désiré Kabila à Poitou, Joseph Kabila était présent. À cette époque-là, il était chef d'état-major des forces terrestres. Ouais. Il était présent. Il a donné l'ordre. D'abord, parce que Mzee Laurent Désiré Kabila avait envoyé de l'argent pour payer les militaires. Il a donné l'ordre de ne pas payer les militaires, parce qu'à un moment on se posait la question, même les militaires, qui a donné l'ordre de ne pas payer les militaires qui étaient au front? Il a donné l'ordre que les militaires puissent quitter Poitou. Pour aller, il y en a qui sont partis vers la Zambie, on a laissé les blessés. Et les Rwandais sont arrivés, ils ont occupé Poitou. Et Mzee avait ordonné qu'on arrête Joseph Kabila. Avant sa mort, là, avec la débâcle de Poitou. Bon, il y a toutes sortes d'exemples, d'anecdotes, des trucs qui se sont passés autour de cette affaire. Si bien que, parlons des crises enchevêtrées, ça ne vient pas d'aujourd'hui, c'est long, c'est vrai que c'est des tendances lourdes. Mais Jean Kalaman, ne faudrait pas qu'on aille avec le dos de la cuillère. Nous savons effectivement que cette situation, cette crise qui persiste chez nous, il y a quand même une source, une personne qui incarne cette crise. Puisque j'ai l'impression qu'on ne va pas... On sait que le bonhomme qui dirige par défi notre pays est là par la volonté entre guillemets, de ce que on a communément appelé les décideurs de ce monde. Ils sont là derrière. Maintenant, les causes... Mais il faut qu'on parle que ces messieurs, ces bonhommes, qui, depuis le temps de Mzee, donc c'est Mzee qui nous a amené cette vipère donc chez nous. Oui, voilà, c'est une vipère, un ovni d'ailleurs, un objet non identifié, parce qu'il faudrait qu'on souligne la responsabilité de cette crise, que c'est ce bonhomme qui a couvert autant de crimes, puisqu'il y a ce qu'on appelle une impunité qui fait qu'aujourd'hui les gens comme les Amici dont tu as fait allusion aujourd'hui, Amici vendant les armes aux ennemis, et Amici n'est pas inquiété, n'est même pas jugé, n'est même pas arrêté, et il vaque librement à ses occupations. Les exemples sont multiples, mais vous ne trouvez pas que c'est ce monsieur qui a une mission, c'est-à-dire de détruire notre État, puisqu'il y a maintenant, nous vivons d'ailleurs une situation de non-État, il faut le dire. Rien que l'occupation de la fonction, présidence de la République, c'est une institution du peuple congolais. Il faut considérer ça comme ça. Tout comme les FARDC, c'est une institution du peuple congolais. Nous disons que toutes ces institutions, que ce soit la justice, que ce soit toutes ces institutions sont prises en otage.
nous avons un système totalitaire, un système dictatorial totalitaire qui s'est installé à la tête du pays, donc qui s'est installé là, et qui reçoit. Tout est au service, toutes les institutions sont au service d'une personne, du pouvoir d'une personne. On peut citer tout le monde sauf lui. Il y a eu là des concertations. Ça, c'est avec aussi la caution de ces décideurs du monde, puisque Jean-Pierre Mbelou nous amène ce livre qui est tout à fait édifiant, où les gens les Européens, les Occidentaux sont dans leurs officines en train de décider sur le sort d'un peuple. Là-dessus, j'ai certaines observations à faire. Hein. J'ai un attachement très sérieux à l'histoire. Chaque fois que nous parlons de notre pays, il est toujours important que nous revenions aux éléments historiques. Ce qui est en train de se passer dans notre pays aujourd'hui, je pourrais dire que c'est une ancienne nouvelle guerre entretenue de manière permanente. Et déjà, les acteurs majeurs qui sont sur le devant de la scène aujourd'hui, on le retrouve dans notre histoire à partir de la tête négrière, en passant par la colonisation et par les débuts de notre indépendance politique. Ce sont les mêmes qui ont participé à la liquidation de notre héros national Patrice Emery Lumumba. Ce sont les mêmes qui travaillent à l'expansion de leur domaine parce qu'ils cherchent à étendre leur domaine, le domaine de leurs exploitations des ressources du sol et du sous-sol. Ils cherchent à étendre ce domaine-là au monde entier et beaucoup plus particulièrement au Congo parce que quand vous lisez Ralph Kusters, après beaucoup d'autres auteurs que nous venions de citer, vous vous rendez compte que ces étapes profondes, parce que souvent nous ne devons pas faire de confusion entre les pays où l'élite faisant partie des étapes profondes de ces pays-là opère, nous ne devons pas confondre cette élite avec tous les membres, tous les citoyens des pays à partir desquels cette élite agit. Nous devons toujours faire la part des choses entre les pays occidentaux, les étapes profondes qui opèrent au sein de ces pays occidentaux, et ils le font de manière transnationale. Ils travaillent toujours en réseau. C'est ainsi que les nègres de service qui opèrent à partir de la sous-région des Grands Lacs rentrent dans le réseau constitué de ces acteurs majeurs et de leurs marionnettes qui sont les nègres de service opérant à partir de la sous-région des Grands Lacs. Donc notre histoire nous montre par exemple comment ces messieurs par le passé avaient des réserves de cuivre dans notre pays. Quand vous lisez Ralph Kusters, il dit quelque part dans ce livre que Nixon, le président Nixon, avait fait des réserves de cuivre à terre de Fongorume et l'industrie américaine pouvait, au moment opportun, recourir à ces réserves-là pour les transformer aux États-Unis même. Et aujourd'hui, en lisant Ralph Kusters, on se rend compte qu'il y a eu des lois qui ont été votées, proposées et votées au Sénat américain sur le Congo. C'est comme si... En l'absence des Congolais. En l'absence des Congolais. C'est comme si le Congo était un État, une province américaine. Rattaché donc aux États-Unis. Et cela dépasse tout entendement. Qui peut s'imaginer un seul instant que les Congolais, à leur Parlement ou à leur Sénat, débattent sur des lois à proposer aux États-Unis? Non, c'est inimaginable. Et c'est ce qui est en train de se passer. Parce que quand vous allez à la page 196 de ce livre, vous vous rendez compte qu'il y a une partie de notre pays qui est en train d'être cédée aux Américains à partir d'une initiative qu'on a appelée initiative
public-privé. Et cette initiative public-privée pourrait priver le Congo du droit de regard sur le sol. Washington en tête est gagnant car il reçoit un droit de regard sur le sol et c'est sur le sol congolais. Et la partie de notre pays qui pourrait, sur laquelle le Congo ne pourra plus exercer son droit de regard, c'est quelle partie? C'est les deux Kivu, l'Ituri et le Katanga. Alors, Ralph Kusters ajoute ceci, il va encore falloir s'assurer que ces projets aboutissent à une réelle présence américaine dans l'est du Congo et dans les régions avoisinantes. Les projets existent, en tout cas, et c'est possiblement inquiétant. Mais ce qui ne devrait pas nous inquiéter outre mesure, c'est ceci. Hein? Nous apprenons tout cela, ça fait partie des questions sur lesquelles nous travaillons depuis tout un temps. Nous ne devrions pas nous en faire outre mesure. Pourquoi? Le monde est en train de devenir polycentré. Il nous appartient, à nous Congolais, de mieux choisir nos partenaires géostratégiques dans un monde polycentré. Et pour ce faire, il faudra que le Congo dispose d'un leadership responsable et qu'il devienne un état de droit où le pluralisme politique est promu. À ce moment-là, on pourra débattre de toutes ces questions. Nous avons l'avantage d'avoir toute cette documentation. Nous pourrons la mettre sur la table et demander à ceux qui sont en train de vendre une partie de notre pays aujourd'hui, pour qu'ils nous disent de qui ils avaient tenu le mandat de pouvoir vendre cette partie du Congo. Or, on nous empêche. Donc, nous devons beaucoup travailler, chacun là où il est, et ensemble, nous devons nous mettre davantage ensemble, créer une organisation efficace, pas simplement verbalement, rhétoriquement, mais une organisation efficace qui cherche à renverser la vapeur. Et comme absolument, nous devons arriver à pouvoir renverser les rapports de force. Quand nous parlons du renversement des rapports de force, nous ne voyons pas toujours la force brute. Non. Le rapport de force peut d'abord être renversé à partir de nos lieux de savoir. Que dans nos lieux de savoir, nous puissions approfondir la question congolaise. Qu'est-ce qui se passe réellement? Le diagnostic. Que nous posions un diagnostic sérieux. Qu'est-ce qui se passe réellement? Quels en sont les acteurs majeurs et les acteurs mineurs? Si nous voulons que nous puissions avoir un Congo souverain, politiquement, culturellement, spirituellement, économiquement, et puis je pourrais même dire religieusement, quels sont les éléments sur lesquels nous devons pouvoir insister? Comment réinventer par exemple demain l'école, l'université, les églises, pour qu'ils ne soient pas les lieux de l'abrutissement, mais qu'elles deviennent de plus en plus les lieux de l'humanisation de l'homme et de la femme congolaise, des jeunes filles et des jeunes garçons de ce pays-là. Tu sais, Jean-Pierre, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut qu'il y ait une action qui puisse nous sortir de cette léthargie, parce qu'il y a une certaine léthargie des masses, hein, même dans la masse congolaise. Les gens n'ont pas les moyens d'agir et tout va dans tous les sens. Aujourd'hui, les gens ne savent, c'est-à-dire que dans ce qui se passe, on nous propose des choses, on propose aux gens des choses qui ne sont que comment je peux appeler là, un peu comme de l'aspirine, hein, pour juste guérir. Oui, tout à fait. Donc, le conjoncturel. Le conjoncturel qui tient lieu du structurel. Oui. Tout ce qu'on propose, c'est du conjoncturel, juste pour répondre à un truc actuel, perdre du temps, passer le temps, et puis après on recommence.
Et on va nous traîner comme ça. C'est comme ça qu'avec le Front civil, cette organisation qu'on a mis en place pour agir, pour pouvoir agir, c'était pas quelque chose qu'on a ramassé comme ça. On l'a fait dans l'idée, effectivement, de ce que tu as dit là, de trouver les moyens d'agir, de faire capoter tout, casser tout ce qui est devant, et puis d'agir. Parce qu'il ne faut pas oublier, ouais. J'ai l'impression, Jean-Pierre, Jean Calaman, j'ai l'impression que cette réflexion que nous sommes en train, en tout cas, de faire ici, qui va dans la direction de l'éveil des consciences, ouais. Hein, doit en tout cas avoir des retombées sur la masse, sur, tu as parlé effectivement de l'école, de l'université, des lieux de savoir pour humaniser le peuple congolais. C'est nous qui pensons comme ça. Mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ont-ils le souci, non, effectivement, de réfléchir, de donner cette opportunité à ce peuple qui a crevé, qui a porté un lourd tribut depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Il suffit seulement le discours de certains ministres, de certains responsables. Quand ils traitent de quelque chose, il ne manque pas de citer, comme l'a voulu le président de la République. Quel président de la République? Le président de la République. C'est ovni, il ne manque pas de dire. C'est la honte de l'Afrique. Avant, il y avait cette affaire de 5 chantiers. C'est un personnage qui n'aime pas. Ça ne manquait pas. Aujourd'hui, je parle de la modernité ou quelque chose comme ça. Révolution de la modernité. Et quand, je me demande si ces bonhommes-là se regardent dans le miroir. On ne sait pas ce qui se passe, mais ces gens sont bloqués. Ils ne peuvent pas aller dans le fond du problème. Notre maladie, la maladie du Congo, nous sommes malades. Le Congo est malade. C'est la raison pour laquelle nous devons aussi insister sur les lieux de la thérapie. L'école, l'église, l'université et la culture. Ce sont les 4 lieux-là qui doivent être refondés de façon que le Congolais de demain, la Congolaise de demain, soit humanisée. Comment refonder l'école, dans sa pensée, dans l'église, l'université, la culture. Oui. Vous voyez, quand on écoute les musiciens congolais aujourd'hui, par exemple, ils véhiculent quel message? Est-ce le message qu'un Luambo pouvait véhiculer il y a quelques années? Ou Kabasele? Ou, vous voyez, par exemple, quand on a composé le chant le Tokufa Pona Congo, voilà. On a eu là un chant mobilisateur qui a réussi à mettre les Congolais debout et même, en un rien de temps. Même aujourd'hui, cette chanson passe à la... Quand ça passe... Voilà, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui encore, l'artiste musicien a un rôle à jouer, mais comme par le passé, on a vu qu'il avait bien joué son rôle et qu'il avait mobilisé les masses, aujourd'hui, l'artiste musicien est tombé dans l'abrutissement. On fait de la musique pour pouvoir abrutir nos populations. Et il y a même dans notre pays aujourd'hui une spiritualité imbécilisante, comme dirait le professeur Kamala. Les gens restent à demander à Dieu qu'il les a créés à son image et à sa ressemblance. Ils restent à lui demander Akita, Ayakosala, à leur place. C'est comme s'ils niaient eux-mêmes le fait qu'ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi ces lieux-là, l'école, l'université, l'église, la culture, doivent être refondés sur des valeurs humanistes et humanisantes, mais aussi l'école et l'université doivent être orientées vers les réponses aux besoins réels de notre pays. On nous a bassiné les oreilles en disant
que l'école, par exemple, allait être gratuite. L'école primaire, jusqu'à aujourd'hui. Et hier, nous nous rendions compte que les enseignants ne sont même pas payés. Ils sont 700 000 enseignants non payés pendant 10 mois. Clochardisés. Vous rendez compte que ceux qui dispensent ou qui sont supposés dispenser le savoir en RDC sont clochardisés. Et même quand on a étudié dans un pays comme le Congo, là, après, on va au chômage. Nous avons aujourd'hui des écoles et des universités qui forment au chômage. Donc, il est venu le temps